Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un live qui s'avère être exceptionnel. C'est César de la chaîne What's Up World et aujourd'hui, on est en live exceptionnellement dans un lieu qui est incroyable, le phare de la ville de Paris. Comme vous le voyez derrière moi, on est en plein cœur du musée d'Orsay, l'un des lieux les plus incroyables de Paris. Et ce live s'avérera être exceptionnel pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on va visiter en avant-première une exposition du musée d'Orsay qui s'appelle Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Alors c'est une exposition que moi j'ai eu le plaisir de visiter une première fois et qui me plaît beaucoup parce que le thème est assez incroyable, à savoir la connaissance du monde, savoir les personnes qui vivent au 19e siècle, qui vivaient au 19e siècle, n'avaient pas toutes les représentations du monde que nous on pouvait avoir, à savoir la photographie, à savoir les possibilités de voyage. Et c'est très intéressant de voir un petit peu à quel point les personnes pouvaient se représenter le monde et comment les artistes pouvaient mettre ça en avant. Alors ce live va être exceptionnel d'un autre point de vue parce qu'on a la chance d'être accompagné de Madame Dubreuil qui est la conservatrice en charge de cette exposition que je vais retrouver d'ici quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous dire que on est en live TikTok et donc vous avez le choix de poser vos questions. Nous, pendant que vous posez vos questions, tout simplement y répondre au fur et à mesure de la visite. Donc n'hésitez pas à les poser. Je vais juste moi donner la caméra à Meryl afin que je puisse aller voir Madame Dubreuil. Bonjour Madame Dubreuil. Bonjour César. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici, que vous nous accueilliez ici au musée d'Orsay. Voilà. Bah écoutez, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir aussi pour les gens qui nous regardent d'avoir accès à cette exposition. Donc j'étais en train de dire qu'on allait avoir accès à une exposition en avant-première qui s'appelle Les origines du monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, cette exposition, vous l'avez rappelé, qui s'intitule Les origines du monde et dont le propos est de mêler des arts et de montrer comment les artistes se sont emparés des grandes questions scientifiques qui émergent notamment au 19e siècle autour de la compréhension de notre monde, la compréhension de la Terre, de la diversité de la vie à la surface de la Terre et de la manière dont elle évolue, puisque c'est la grande théorie scientifique dans ce domaine du siècle, la théorie de l'évolution. D'accord, ok, très bien, on en reparlera. Alors ici, on est dans un lieu qui est particulier au musée, c'est ce qu'on appelle la nef, c'est un petit peu la colonne vertébrale du musée. Et au milieu de cette colonne vertébrale, on a une œuvre qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Parky, qui est là juste derrière, l'éléphant. On a Parky, cette éléphante, qui est donc une éléphante naturalisée. Le Muséum national d'histoire naturelle, qui est l'un des partenaires de l'exposition, et qui est là pour marquer par sa présence forte et importante au milieu de cette nef qui est plutôt à la sculpture comme on le voit, tout à fait. pour marquer, pour nous emmener vers l'exposition dont l'entrée est juste à côté, on va très bientôt, et marquer la présence forte de la nature dans le musée autour de cet événement qu'est l'exposition. Et du coup c'est un beau premier aperçu par rapport à cette exposition, justement Les origines du monde. Donc ça nous permet de tout de suite aller vers cette exposition si vous me le permettez. Allons-y. Donc moi aujourd'hui je suis un jeune au 21e siècle et je suis né dans un monde où on a l'impression finalement qu'on connaît tout de notre monde, on a toutes les représentations qu'on veut. Je dis l'impression parce que ce n'est pas forcément le cas. Absolument, oui. Mais effectivement au 19e siècle c'était un siècle complètement différent. Oui, au 19e siècle on fonctionne différemment, même si le 19e siècle est probablement le siècle avant le 20e et le 21e où l'image est le plus largement diffusée et s'impose et où le plus de personnes numériquement ont accès aux images. C'est vrai que c'est encore un siècle qui a des représentations qui ne sont pas les autres, qui n'a pas les mêmes outils évidemment que nous avons à l'heure actuelle et qui ne cessent eux-mêmes d'évoluer et de progresser, de nous proposer des images de plus en plus neuves pour savoir mieux interpréter notre planète, notre monde, notre univers. Et en même temps, ce qu'on peut dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est qu'en même temps, c'est vrai que le 19e siècle, il y avait beaucoup moins de connaissances et en même temps, c'est aussi un siècle qui a été charnière par rapport justement à cette connaissance du monde. C'est les premières représentations aussi des animaux, de la classification, etc. On le verra aussi après. Oui, on va le voir après. Les premières représentations des animaux, c'est quelque part vieux comme le monde. Mais là, le 19e siècle va mettre une sorte de coup d'accélérateur, comme je vous le disais, à ces diffusions. Et puis aussi, c'est là où va se cristalliser toute
une filière, je dirais, de théories scientifiques qui sont le fruit d'une lente maturation de la réflexion, de la pensée scientifique. Et au 19e siècle, ça va s'orchestrer un peu différemment et poser des fondements scientifiques sur lesquels nous fonctionnons toujours aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, bah justement, on va voir ça avec une première introduction justement à cette exposition Les origines du monde, avec un tableau qui est quand même très important. Oui, ça c'est une œuvre un peu forte qu'on a souhaité dans cette partie qui ouvre l'exposition, qui nous permet de rappeler plusieurs choses, que l'histoire que nous allons raconter, c'est une histoire du 19e siècle, parce qu'en tant que musée d'Orsay, on est le musée du 19e siècle. Tout à fait. Mais que c'est le fruit évidemment de plusieurs siècles de représentation, de réflexion, de démarches intellectuelles et scientifiques. Alors donc, ici, avec ce tableau, il est intitulé « Après le déluge ». Donc, on est sur le mythe biblique, ancien, traditionnel de l'Arche de Noé. D'accord, ok. Là, les animaux sortent de l'Arche lors de la décrue, de la descente des eaux. Et on voit qu'ils vont reprendre possession de ce monde. Mais c'est aussi une scène post-apocalyptique, comme on dit. Voilà. Et on se pose la question de ce monde est fragile, finalement. C'est une création, pour les hommes de cette époque-là, c'est encore une création divine, mais c'est aussi perpétuellement un monde qui bouge. On le sent bien, même si la théorie de l'évolution n'existe pas encore, c'est un monde qui change. Voilà, c'est un monde qui peut être susceptible aussi de vivre des événements catastrophiques comme traditionnellement le déluge, et qui survit. C'est un peu une question qui est tout autant d'actualité aujourd'hui avec notre prisme moderne. Question un peu lourde. On va essayer aussi de montrer des choses un peu plus légères, parce que les deux approches coexistent au sein de l'exposition. Il nous paraissait important de les montrer. D'accord, ok, très bien. Donc ensuite, on passe sur une deuxième salle avec les gens qui vivent derrière leur écran connaissent. Si vous regardez un petit peu la sculpture qui est ici, c'est un animal bien connu, c'est le dodo. Alors, qu'est-ce qu'il est le dodo ? Le dodo, il est là pour rappeler que dans cette découverte du monde et de la vie à la surface de notre planète, qui est une aventure, comme je vous le disais, qui dure plusieurs siècles. Là, on est dans des atmosphères, on va dire, du 17e, 18e siècle. Le dodo, c'est l'icône parce que c'est le premier animal identifié comme animal disparu. Et c'est celui dont on parle le plus. On sait qu'à l'école, on parle du dodo. C'est le premier animal, effectivement, à l'école dont on vous explique qu'il a disparu et qu'il a disparu probablement en l'expression finalement, on a bien vu qu'on commençait à avoir une représentation des animaux, et ici, il est l'objet des premières classifications finalement des animaux. Si on cherche alors, sinon les premières, du moins, c'est une représentation aussi esthétiquement très forte, parce que c'était le choix d'exposition de montrer comment ce discours scientifique a pu s'incarner dans des œuvres vraiment plastiquement élaborées et puissantes. Donc là, on a cette très belle représentation de différentes espèces d'oiseaux, avec évidemment le grand hibou qui est la figure centrale, et puis le loup, il y a toute la charge symbolique du hibou qui vient se sous-rajouter, à un œil plus naturaliste de recherche de classification, avec ces cases, littéralement, qui sont très
joliment mises en scène par l'artiste et qui permettent de bien isoler chaque espèce d'oiseau de sa voisine. Et avec un point de vue très scientifique, on voit qu'il y a beaucoup de détails par rapport, en fait, je dis ça parce que, vous savez, après on va voir d'autres œuvres et il y aura des représentations un petit peu moins scientifiques, un petit peu plus abstraites. Là, on voit que même le hibou, il est très détaillé, pareil pour les oiseaux. Le travail sur le plumage est important, les détails, effectivement, de chaque espèce animale, et c'est aussi effectivement un écho artistique à des préoccupations scientifiques, de savoir pourquoi finalement un des moteurs de la théorie de l'évolution, c'est de comprendre pourquoi on a cette telle diversité au sein du monde animal, des couleurs, des formes, des êtres aussi différents, dont on sent bien qu'ils ont des points communs. Bon, évidemment, là on a différents oiseaux, mais aussi des différences parfois importantes. D'accord, ok. Alors, ensuite on va arriver dans une autre salle. On peut passer juste devant cette œuvre justement. Oui, la peinture au rhinocéros qui illustre la rhinomanie. Alors c'est le pendant de notre ami Parky qu'on voyait à l'instant. Tout à fait. Là on avait l'éléphante, là on a la rhinocéros. C'est un rhinocéros qui a traversé l'Europe au XVIIIe siècle, puisqu'on a eu ce goût qu'on a appelé de curiosité, de faire venir des animaux très étranges évidemment pour les Européens de l'époque, et de nous montrer en Europe toujours pour rendre compte de cette incroyable diversité des formes animales. Tout à fait. Alors on a beaucoup parlé des animaux depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a certains artistes qui rendent hommage aux explorateurs justement, qui vont aller chercher ces informations. Et là on a un beau tableau qui en fait part. C'est-à-dire oui, là avec les animaux, on avait les animaux exotiques qui venaient en Europe. Là on a des explorateurs européens qui se rendent sur des terrains d'exploration extra-européens. Donc il s'agit d'Alexander von Humboldt, le célèbre géographe naturaliste allemand, et Bonpland, son ami avec lequel il travaille et qui l'assiste pendant cette expédition. C'est un tableau aussi qui donne une atmosphère de ce que c'est qu'une expédition scientifique à cette époque-là. Tout à fait. Ces hommes partent sans vraiment savoir s'ils en reviendront d'ailleurs. Tout à fait. Et là, et avec tout leur matériel scientifique avec eux. Tout à fait. Et là, on voit qu'à l'écran, nous, à la limite, quand on voit le tableau, vous qui êtes derrière votre écran, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de bizarre. Et c'est vrai qu'à l'époque, de voir un paysage comme celui-ci, exotique, avec des palmiers, etc., et ben, c'est quand même très spécial. Donc il faut bien se dire que c'est une des premières fois où certaines personnes vont justement concevoir qu'il y a des paysages différents. Et d'ailleurs, on le verra ensuite. Oui, c'est dans la lignée de ce qu'on a appelé les grandes explorations, les grandes découvertes, où on prend contact du point de vue des Européens avec, c'est vrai, des paysages, des formes de vie différentes, des plans aussi différentes. On a des orchidées au premier plan du tableau qui vous rappellent ça. Tout à fait. Et bon, là on a vu le monde, la Terre, etc. Il y a un monde quand même qui est particulièrement spécial à se représenter, c'est le monde aquatique à cette époque-là. Donc là ici on voit qu'on va passer très vite fait devant ce... Oui, cet étonnant aquarium, qui est un aquarium de salon. Donc là, c'est la dimension un peu mondaine de la science qui descend au niveau de la curiosité. On peut avoir essayé dans son salon de faire vivre quelques poissons au sein d'un aquarium aussi étrange que celui-là. Puis après, sur le fond, l'idée c'est que dans cette deuxième moitié du 19e siècle, on va découvrir les fonds marins. Parce qu'évidemment, les fonds marins, techniquement, c'est encore plus compliqué de les découvrir que certaines zones de la forêt équatoriale, puisqu'on ne respire pas sous l'eau. Donc il va falloir mettre au point des techniques et des matériels qui permettent d'y aller. C'est là que ce tableau est intéressant de ce point de vue-là. On a notamment cette vue sous-marine de Rançonnet-Villez, qui nous permet de découvrir un paysage sous-marin, pour nous peut-être un peu anodin, mais pour l'époque assez nouveau, puisque ce peintre, qui était absolument passionné par l'exploration sous-marine, avait conçu lui-même une cloche qui lui permettait en fait de descendre sous l'eau et de faire ses croquis sous l'eau pour préparer ses compositions. Donc on est dans l'idée d'aller travailler sur le motif, mais dans évidemment cet élément très étrange, voire hostile, que sont les fonds sous-marins. Donc là, je ne sais pas si vous rendez compte quand même chez vous, représenter un paysage aquatique, c'est quand même à cette époque-là incroyable, et encore plus quand on sait que
ce peintre, justement pour se faire des représentations, il se mettait dans une cloche et ensuite il allait dans les fonds marins pour faire ses croquis et ensuite il peignait. C'est quand même incroyable comme technique. Et tout ça a donné des idées. Ensuite, par la suite, on a commencé à connaître le monde aquatique et on a commencé à en faire des petits films. Oui, alors des histoires, c'est tout. C'est aussi les écrivains du siècle qui s'en emparent, notamment Jules Verne. Oui, tout à fait. Et puis, à sa suite, les pionniers du cinéma, avec notamment Méliès, qui mettent en scène un monde aquatique sous-marin très, très fantaisiste, très, très amusant pour notre regard, mais c'est aussi là où on s'aperçoit que tout converge. Donc on a la science d'un côté et les arts dans toute leur diversité qui s'emparent des mêmes sujets. Ici, voilà, Méliès qui reprend donc 20 milieux sous les mers, le fameux roman. Bien sûr. Alors, on va commencer à répondre un petit peu à une question qui nous a été posée. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de où est situé le musée d'Orsay. Ça peut paraître banal, mais finalement, c'est quand même important pour... C'est important de le savoir. Tout à fait. Alors, le musée d'Orsay est situé dans le 7e arrondissement de Paris, au bord de la Seine. Tout à fait. Voilà. Et dans un bâtiment qui est en réalité une ancienne gare qui avait été construite pour l'exposition universelle de 1900, donc une gare de prestige. Bâtiment assez imposant, assez incroyable. Et dans les années 70 et 80, il a été décidé d'y installer un musée pour cette période très précise de l'histoire et de l'histoire de l'art en particulier, qui est la période 1848-1914, pour être technique, c'est des dates précises. Et donc nos collections sont cantonnées entre ces deux dates et nos sujets d'intérêt sont centrés sur cette période précise. Donc c'est pour ça que vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'ici on est dans une exposition où on parle beaucoup du 19e siècle. C'est parce que tout simplement c'est le cœur d'ouvrage du musée. Donc ici on arrive dans une salle qui est encore un petit peu différente. Hein. Oui, là on aborde un thème parallèle, c'est-à-dire qu'on montre comment du 8e au 19e siècle on va progressivement, par l'étude de la géologie notamment, se rendre compte que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on imaginait. On était jusque-là dans une lecture assez traditionnelle et notamment pour l'Occident assise sur une lecture de la Bible qui date la Terre d'à peu près 6000 ans. Oui. Et petit à petit, les différentes découvertes font émerger l'idée que la Terre est beaucoup plus ancienne que cela. D'accord. Alors, on sait aujourd'hui que la Terre a environ 4 milliards et demi d'années. Tout à fait. Ce qui est évidemment une toute autre échelle de temps. Oui, par rapport à... Voilà, et ça nous intéresse aussi parce que pour comprendre l'évolution, dont on va parler un petit peu plus loin, on a besoin de ce temps long. Parce que l'évolution par mutation, micro-mutation successive, évidemment, il lui faut un nombre de générations suffisant, donc une durée suffisante dans le temps. D'accord. Et donc ici, on est en présence d'un tableau qui est quand même très imposant, et on y voit un glacier, on y voit aussi un ours polaire. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des préoccupations environnementales sur les animaux ou ces choses-là? Alors là, effectivement, comme vous le dites, on a la représentation de l'ours polaire qui est un peu aujourd'hui, pour notre sensibilité, un des archétypes des espèces menacées, notamment par l'évolution climatique. À l'époque, ce n'est pas le cas. On n'est pas du tout ni dans cette conscience, ni même dans cette réalité-là. À la limite, celui qui peut se sentir éventuellement menacé, c'est l'explorateur qui se retrouve face à l'ours polaire. Tout à fait. Mais après tout, il pénètre sur son territoire. En fait, on est dans cette pénétration de l'homme sur le territoire de ces animaux-là, le territoire polaire en l'occurrence, qui est peut-être aussi le premier pas de dérive. Tout à fait, exactement. Là, on va se diriger vers un autre bout de la salle, parce que là, on s'est beaucoup intéressé au fait que, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs ceux qui nous rejoignent, on est donc ici au musée d'Orsay, et on est en train de visiter en avant-première l'exposition Les origines du monde, et donc voilà, on est en présence de Madame Dubreuil, qui est justement la conservatrice en charge de cette exposition. Ce qu'on a dit avant, c'est que petit à petit, on commence à se rendre compte que la Terre n'est pas si jeune que ça. Les représentations bibliques qu'on pouvait en faire ne s'avèrent pas vraies par rapport aux études géologiques qu'on en fait. Mais il y a aussi une autre question, c'est la question des animaux. On se rend compte aussi qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus vieux que ça. Oui, on a ce qu'on a appelé l'antiquité de la vie au sein des salles de l'exposition. On découvre aussi, notamment avec les fossiles, des traces d'animaux dont on est obligé de se rendre compte qu'ils n'existent plus et qui sont quand même assez
différents des animaux qu'on connaît. On a parlé de l'extinction des espèces avec le dodo tout à l'heure. Là, avec les dinosaures, on franchit encore une étape, c'est-à-dire qu'on va être obligé intellectuellement d'admettre qu'il y a eu sur Terre un règne animal complètement différent du nôtre et complètement éteint. Et ça, on commence à s'en rendre compte et à la limite, à un moment donné, on s'en amuse beaucoup. Oui, absolument. Et si on s'en amuse, on en crée aussi parfois des sortes de parcs d'attractions. Là, on a le Crystal Palace à Londres, qui est le premier parc à thème autour des dinosaures, dans une approche assez représentative aussi du 19e siècle, c'est-à-dire avec l'émergence du loisir. D'accord. Donc, l'idée que ces dinosaures, ces animaux très anciens, sont aussi source d'étonnement, d'amusement, et qu'on peut essayer de les montrer, de les faire un petit peu comprendre à un public assez large. D'accord. On est à la limite, on est sur un premier Jurassic Park. Oui, on a mis pied vers le Tout à fait. Alors on se retrouve justement dans cette idée qu'on découvre de nouvelles espèces. Il y a quand même un tableau qui est particulièrement parlant par rapport à ça. C'est bien celui-là qui est très imposant. Celui-là qui est un tableau qui vient de Cambridge en Angleterre, qui a été fait pour donner des représentations à ces formes de vie complètement étonnantes et qui anatomiquement ressemblent très peu à ce qu'on peut connaître. Tout à fait. Donc il fallait bien, on voit bien qu'on tâtonne un petit peu à trouver des formes élégantes, mais on essaye de rendre compte de l'actualité de la recherche, de reconstituer des volumes, des aspects, des couleurs à partir de fossiles qui, par définition, ne sont pas forcément faciles à interpréter. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est la raison d'être de ce tableau dans l'expo, c'est que ces formes-là, en fait, elles sont matricielles, c'est-à-dire qu'elles ont été reprises. C'est un peu l'origine des dessins animés de dinosaures qu'on peut connaître plus récemment. Elles restent dans la mémoire collective et dans une diffusion populaire relativement large. Voilà, donc ce qui est important de noter, c'est que justement ce type de tableau a été particulièrement charnière pour comprendre les formes de vie qu'il y avait avant, et ensuite on en a fait beaucoup de filmographie, de dessins animés, etc. Comme on peut le voir très vite fait, juste sur l'écran ici, on a un des premiers dessins animés mettant Gertie, le premier dinosaure de dessin animé. Voilà, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de se dire que voilà, il y a eu un premier dessin animé qui a été conçu. Et ça, grâce aux représentations que certains artistes et scientifiques ont pu avoir. Absolument, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire une idée scientifique très pointue qui peu à peu se diffuse et que tout le monde va s'approprier aussi à des fins de loisirs, de divertissement. D'accord. Alors ici, on va arriver dans une salle où on voit bien que le décor a changé, on est sur des murs noirs, donc on arrive dans une salle qui est bien différente. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, je vous rappelle quand même qu'on a commencé avec des premières représentations d'animaux, de la nature un petit peu dangereuse, merveilleuse. Ensuite, on a finalement découvert que la Terre n'était pas du tout si jeune que ça, et que les animaux aussi étaient capables de disparaître. Ça a été le cas des dinosaures, par exemple, dont on a fait les premières représentations. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait une représentation qui en tout cas a établi une classification totalement différente de l'idée qu'on avait, c'est Darwin. Oui, alors Darwin, c'est peut-être moins une classification qu'un schéma d'organisation globale. C'est-à-dire qu'il y a différentes, les savants, notamment de la période qu'on appelle moderne, des 16e, 17e, 18e siècle, ont trouvé des clés. Ils ont constaté des choses, ils ont observé des choses, et ils sont nombreux à se dire, mais quel est finalement... Par quel moyen on va avoir une structure intellectuelle qui nous permette de faire tenir tout ça ensemble. D'accord. Et le travail de Darwin, autour de lui aussi d'un certain nombre de savants qui le précèdent, l'accompagnent et puis le suivent, c'est de proposer un schéma, celui de l'évolution pour le résumer un peu rapidement, qui fait tenir tout ça ensemble. D'accord. Avec cette idée que le vivant évolue en permanence. Oui. Et que c'est par ces évolutions, par tout petits sauts évolutifs successifs, que le vivant se régénère en permanence. Que notre monde change et que nous, êtres humains, sommes dans le monde. D'accord. Et puis il y a un tableau qui est représentatif de ça.
qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le tableau qui est sur l'affiche de l'exposition, oui, l'origine du monde. Le tableau de Gabriel von Max avec ses deux petits singes enlacés. Alors, c'est ce qui est intéressant ici de remarquer. Alors souvent, Darwin, caricaturalement, on dit c'est Darwin qui a dit l'homme descend du singe. C'est en réalité beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Il ne reste pas moins vrai que par la théorie de Darwin, comme je vous le disais, l'homme fait partie du vivant et est soumis aux mêmes règles que l'ensemble du monde vivant. Et donc il établit un cousinage entre l'homme et les animaux, et en particulier entre l'homme et le singe, ce qui sera ensuite repris aussi a posteriori. Ce qui est intéressant là avec le tableau de von Max sur cette question du singe, c'est que Gabriel von Max, qui peint ces tableaux, il est lui-même intéressé par les singes, il en a chez lui, donc il peint les singes qu'il connaît, j'ai envie de vous dire. Et souvent, ces hommes qui s'intéressent à ces questions, effectivement, ils sont relativement proches de l'animal. Darwin lui-même, alors c'est moins exotique que les singes, il était plus intéressé par les chiens ou les pigeons, mais il avait cette approche aussi d'homme de la campagne, qui connaissait les animaux et les voyait. Les côtoyer quotidiennement. Là, c'était le cas de von Max avec ces singes qui représentent et dont il fait des véritables portraits. Et là où c'est aussi très troublant et très d'actualité avec les questions soulevées par les théories de l'évolution, c'est que quand on fait un portrait, on représente une image, mais on cherche aussi à capter de la psychologie. L'expression. Alors, les singes ont-ils une psychologie? C'est la question qui est ouverte avec ce travail de von Max et qui nous a intéressé de montrer ici. C'est où est la limite entre l'humanité et l'animalité. D'accord, très intéressant. Question toujours d'actualité. Effectivement. Pour ceux qui nous rejoignent là actuellement, je vous rappelle quand même qu'on est en plein cœur du musée d'Orsay et on est en train de visiter une exposition en avant-première qui s'appelle Les Origines du monde et on est accompagné de Madame Dubreuil qui est justement la conservatrice en charge de cette exposition. On va se diriger tranquillement vers la prochaine salle avec, si jamais on voit la caméra, juste derrière on a un grand tableau. Oui, magnifique combat de centaure. On va aller voir un peu plus près. Exactement. Alors ce qu'on se fait ici, c'est que effectivement on a cherché à ramener un point de vue scientifique sur la Terre, sur la nature, sur les animaux. Maintenant qu'on a ces connaissances, on va chercher à avoir un point de vue un petit peu plus esthétique. Oui, alors dans la construction de l'exposition, effectivement, là on est passé aussi à une génération d'artistes qui sont plus familiers, parce qu'ils sont nés après, avec les théories scientifiques qu'on évoquait à l'instant, qui les ont un peu plus incorporées et qui vont donc peut-être aller un pas plus loin dans la manière de le diffuser au sein de leur travail classique. Donc ici, on a Arnold Böcklin avec ce combat de centaure qui est très puissant. Il y a un côté épique, presque cinématographique dans ce travail. Je me permets de faire un aparté pour les gens qui ne savent pas, un centaure c'est tout simplement une créature mi-homme, mi-cheval. Voilà. Et ça, alors c'est pas nouveau du tout, puisque c'est notamment dans la mythologie classique gréco-romaine, les centaures sont présents. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans le dernier quart du 19e siècle, on se ressaisit de ces formes qui sont très anciennes, dans l'histoire de la pensée, en tout cas dans l'histoire de notre pensée occidentale, et on a toujours des choses à leur faire dire, notamment sur toujours cette question de la limite entre l'homme et l'animal. Traditionnellement, le centaure incarne un peu la part de brutalité et de attribuer à l'animal qui est néanmoins présent chez l'homme. Alors effectivement, ici on voit qu'on est en pleine lutte, mais ils ont des regards extrêmement humains aussi, ces centaures. Donc tout à fait. C'est toute l'ambiguïté de la représentation. C'est toute l'ambiguïté qu'on a vu d'ailleurs dans les tableaux sur les singes. En fait, on retrouve un petit peu cette ambiguïté entre où est la frontière entre l'humanité et l'animalité. Voilà, mais qui là est transcendée aussi par la dimension symbolique du sujet, la manière dont c'est décontextualisé, on associe elle assez dramatique, assez impressionnant derrière, on ne sait pas exactement où on est, et on a vraiment l'esprit capté par les interactions entre ces étranges personnages. Tout à fait. Et puis dans cette salle, moi, il y a un tableau qui a retenu mon attention aussi, c'est juste derrière, je trouve ce tableau, il est bien peut-être de le montrer quelques secondes, mais je le trouve particulier, parce que moi, personnellement, il me met un petit peu mal à l'aise. Vous voyez ce minotaure avec cette tête. Encore une fois, on est dans cette frontière entre l'animalité et l'humanité, cette fois un petit peu différemment du centaure, puisque c'est le contraire. On a cette tête de taureau. Et le corps.
et le torse humain. Voilà. Et puis on reprend un mythe antique extrêmement ancien, mais à qui on redonne une actualité du 19e siècle. Et c'est vrai que ce tableau est également très fort et très troublant. Très troublant. On avait aussi une question sur le chat qui disait à peu près, ici au musée d'Orsay, on est à peu près combien d'œuvres ou alors s'il y a un roulement, et comment vous vous organisez justement pour... Oui, le musée d'Orsay présente en permanence plusieurs milliers d'œuvres. Oui. On a ce qu'on appelle les présentations permanentes, donc avec les salles des œuvres qui sont toujours là. Alors on a une présentation interdisciplinaire, les sculptures, vous en avez vu un peu dans la nef quand on a commencé ce live. Également les collections de peinture, puisqu'on a une collection de références en peinture, notamment pour l'impressionnisme et le post et le néo-impressionnisme. Et puis aussi collection d'art décoratif, collection d'architecture, alors c'est beaucoup des dessins, donc les dessins plus fragiles sont présentés par roulement, collection de photographie, également support papier présenté par roulement. Et donc vous voyez au musée d'Orsay, il y a un éventail assez large. Un panel très large d'œuvres qui sont présentées ici. Il y a toujours des roulements entre... Voilà, et puis les projets dits temporaires, comme celui-ci, exposition temporaire, au sein desquels on présente aussi certaines de nos œuvres, mais aussi des œuvres qu'on se fait prêter par des partenaires musées autres, en France ou à l'étranger. Alors ici, c'est important de préciser qu'on se trouve dans la dernière salle qu'on va vous présenter aujourd'hui, la dernière salle de l'exposition. Alors quel est le lien entre ces tableaux de Redon et puis tout ce qu'on a vu avant en fait? Oui, alors là nous sommes à côté d'un des panneaux d'Odilon Redon pour le grand décor de Dopsy. L'histoire de ces panneaux, c'est qu'ils appartenaient au décor général d'une pièce que l'artiste conçoit. Pour expliciter cette fin d'exposition, on a voulu à la fin de l'exposition montrer aussi, autour de 1900, après toute cette ébullition intellectuelle autour de l'homme, de la nature, de la représentation de la nature en lien avec l'actualité scientifique dont on a parlé, montrer quelque chose d'un registre un peu différent, pas moins profond, mais peut-être un peu plus apaisé, où on renoue avec aussi un émerveillement devant les formes naturelles, l'émerveillement des artistes, leur travail, émerveillement face à cette nature qui reste une création dans le sens où la nature se transforme perpétuellement. Ici, la fascination des artistes autour de 1900 pour les formes végétales, avec ces éclosions de fleurs chaque printemps, chaque été. Qui sont un petit peu plus abstraites que ce qu'on a vu auparavant. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de l'œuvre où il y avait la classification avec des traits très détaillés du hibou et des oiseaux. Ici, on est sur un registre totalement différent. On est sur un registre différent. Alors, c'est un choix de l'artiste de travailler comme ça, effectivement, mais où on est plus dans une évocation. Et le propos de Redon n'est pas forcément de représenter telle forme botanique qu'il aura observée, mais c'est ayant en tête la diversité de la beauté qui existe au sein du monde végétal, d'en proposer sa propre version, presque sa propre vision. D'accord, ok. Et puis on va se diriger tranquillement vers la dernière œuvre qu'on vous a préparée pour aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, puisqu'on est sur un très grand tableau de Claude Monet. Un panneau nymphéa de Claude Monet, donc effectivement Claude Monet reste associé assez légitimement à son travail autour des nymphéas. Et puis, il nous plaisait à la fin de l'exposition de se plonger dans ce bassin en nymphéas qui correspond à toute une réflexion qu'on n'a pas le temps de détailler, mais de Claude Monet par rapport à ce motif esthétique qui va être une véritable obsession dans toute la fin de sa carrière. Aussi, il avait réellement, au sein de sa propriété de Giverny, un bassin avec des nymphéas. Il n'est pas littéral, mais il est important de savoir que cet artiste est aussi dans cette idée du jardin, du bassin, de la floraison, du suivi des saisons et du suivi de ce travail de la nature. En tout cas, dans le cadre de cette exposition, c'est un aspect qu'on peut rappeler. Et ces tableaux-là de Claude Monet, on peut aussi en retrouver au musée de l'Orangerie. Oui, le grand cycle des nymphéas au musée de l'Orangerie, donc juste de l'autre côté de la Seine. C'est important de le préciser aussi. Qui a la chance de pouvoir proposer ce merveilleux cycle des nymphéas dans lesquels on se sent immergé. Oui, tout à fait. C'est à la fois par rapport à notre lecture évolutionniste de l'évolution de l'art au XIXe siècle, on a aussi cet effet de cette eau, de cette mare, comme peut-être l'eau, l'océan primordial de laquelle toute la vie serait issue.
D'accord. Donc moi je trouvais ça très bien de finir sur un tableau de Claude Monet justement qui est une des figures phares de l'impressionnisme, hein, si vous ne me contredisez pas. Et justement le musée d'Orsay est, si je ne m'abuse, la plus grande collection d'œuvres impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Oui, on possède une des collections effectivement les plus fortes en toile impressionniste, notamment toile de Monet, mais pas que. Oui. À l'échelle mondiale. Voilà. Et moi, peut-être en dernière question, j'avais envie de savoir quelle était votre œuvre préférée de cette exposition. Ah, on a préféré cette exposition. Alors, c'est pas facile parce qu'on a des œuvres de registres extrêmement différents. Moi, je suis spécialiste des arts décoratifs, donc il y a les vases de galets dont on n'a pas parlé, qui sont par définition chers à mon cœur. D'accord. Après, il y a également, pour rester dans le domaine pictural, et des choses dont on a parlé, les nymphéas de Monet ont une force poétique absolument incroyable, et les senteurs de Böcklin quand même restent aussi un de mes coups de cœur des œuvres de l'exposition. On nous demandait aussi mon œuvre préférée. Et moi, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément posé la question, mais je pense que c'est moins d'un point de vue esthétique, mais c'est plus d'un point de vue avancé scientifique. Je trouve que le tableau qui représente les dinosaures, justement, il est particulier parce qu'il montre aussi comment c'est quand même assez fort de voir qu'on pouvait se représenter des créatures qui ont disparu au 19e siècle. Et je trouve que d'un point de vue avancé scientifique, c'est quand même formidable. Voilà. Non, c'est juste, il faut le rappeler. Et donc on va clôturer ce live, justement exceptionnel au musée d'Orsay. Je vais en profiter pour vous remercier, Madame Dubreuil, de nous avoir accompagnés. C'était un très très grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci, plaisir partagé. Et j'espère que ça a été un plaisir aussi partagé par toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Et voilà, je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui nous ont accompagnés et à remercier TikTok qui nous a permis aussi d'effectuer ce live au musée d'Orsay. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser leur challenge le monde d'après pour vous aussi, que vous puissiez vous représenter le monde d'après, comme peut-être ont fait tous ces artistes. Et voilà, je vais clôturer ce live. C'était César de WhatsApp World. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis passez une très bonne journée.